sur ce document. Ah, d'accord. Alors, a priori, on va être enregistré. Voilà, donc maître Papin, je vais vous demander de vous présenter, de présenter votre cabinet, bien entendu, et puis de nous apporter quelques réponses sur la manière dont a été constitué ou construit ce référentiel, et donc sur la manière dont il faut le comprendre, pour pouvoir l'appréhender convenablement d'un point de vue juridique. Merci beaucoup de me céder la parole et merci à eFutura de m'avoir associé à leurs travaux et à leurs réflexions sur ce référentiel récemment publié par l'ANS, qui est un document effectivement assez riche et avec un certain nombre de mystères dont on va essayer de parler ce matin. Quelques mots pour ce qui de présentation pour ce qui me concerne. Donc, je suis associé et fondateur du cabinet de Next Avocat. Ça fait une vingtaine d'années que j'exerce en tant qu'avocat au barreau de Paris. Notre cabinet est spécialisé dans tous les domaines du numérique et de la création, que ce soit l'informatique, les réseaux, les données personnelles, la propriété intellectuelle et puis, et c'est ce qui, nous amène à collaborer ce matin avec Ifutera sur, les sujets juridiques liés à la transition digitale, à la dématérialisation, à l'archivage électronique. Heu et c'est un sujet, auquel je m'intéresse, depuis qu'il a une existence juridique, c'est-à-dire depuis, 2000 finalement, depuis la première loi en France qui a, introduit la signature électronique et la preuve électronique. Et donc ce référentiel de l'ANS qui nous occupe ce matin, n'est finalement que un énième avatar d'une longue histoire, du droit et de l'écrit électronique et qui est une histoire assez complexe en réalité. Et je pense qu'on va en avoir l'illustration dans nos propos ce matin. Christian, je te recède la Merci méthode. beaucoup, excusez-moi, j'étais en mute. Merci beaucoup pour la présentation, de votre cabinet. Alors en fait, avant de commencer à rentrer dans le détail de ce référentiel, je voulais, vous demander de recontextualiser juridiquement, ce référentiel puisqu'il, il fait part d'un certain nombre de textes de loi, et donc je voudrais vous demander, bah, de nous présenter le contexte juridique de ce référentiel dans un premier temps. Alors, en passant sur le slide suivant, vous allez voir, c'est toujours intéressant quand on aborde le référentiel. C'est un document, qui est assez volumineux, hein, qui représente qui est scindé je ne sais plus, 7 ou 8 sous-documents. Et c'est toujours intéressant quand on aborde ce type de documentation juridique et de retracer l'histoire juridique qu'il y a derrière et qui a présidé à son adoption. Et c'est en fait une loi de 2016 qui a prévu qu'il fallait définir un cadre juridique et technique pour, la destruction des dossiers qui étaient, stockés tout simplement, dans les établissements de santé, que ce soit principalement les hôpitaux. Et dans les travaux parlementaires, on voit notamment, il est notamment cité qu'à l'époque, en tout cas en 2016, la PHP avait plus de 300 kilomètres linéaires de dossiers médicaux sous forme papier, donc faisait part d'un besoin au pouvoir législatif finalement, de se débarrasser de ce papier pour faire de la place et donc de numériser son fonds de dossiers médicaux. Et puis dans le cadre de la discussion de la loi de janvier 2016, un amendement parlementaire a été introduit pour étendre la problématique, pas seulement à la numérisation de dossiers papier, mais aussi à les créations ab initio de documents sous forme électronique. Et c'est un peu ennuyeux, je pense que d'ailleurs dans la discussion sous forme d'amendement, l'extension du référentiel, enfin l'extension du sujet aux documents nativement électroniques a été faite parce qu'en réalité, on est sur des sujets qui sont assez différents et qui n'ont pas forcément été bien traités, à mon sens, dans le référentiel, de par le fait qu'ils ont été un peu confondus. Ensuite, et si on peut passer au slide suivant, là, donc on était en janvier 2016.
Première étape de la création du référentiel dont on parle ce matin. On a eu une ordonnance ensuite, un an plus tard, 2017, qui a été prise et qui a créé dans le code de la santé publique les articles 1111-25 à 31, qui annoncent la création du référentiel. Donc ça vous montre un peu aussi à la fois la lourdeur du dispositif législatif et le timing, déjà là, on a un an qui se sont écoulés. Et comme on va le voir, Christian, au slide suivant, l'article donc 1111-31 du Code de la santé publique, qui a été créé par cette ordonnance de 2007, nous dit que les conditions d'application de la section qui sont liées à la numérisation des documents de santé sont précisées par des référentiels qui sont définis à l'article 1470-5 du Code de la santé publique. Et ces référentiels, dont celui de mars dont on parle ce matin, doivent être approuvés par arrêté du ministre chargé de la Santé. En termes de timing, vous voyez qu'on est parti quand même d'une loi de 2016 et on attend mars 2021 pour aboutir au référentiel. Ça vous donne aussi une échelle de temps assez étonnante sur ces questions-là. Et puis, pour terminer cette rapide présentation du contexte juridique, il est prévu donc par cet article du Code de la santé publique qu'un arrêté du ministre de la Santé valide le référentiel. Et alors, je ne sais pas si quelqu'un a une autre information, en tout cas, je n'ai pas vu passer encore l'arrêté. Donc, j'ai comme l'impression qu'on a pour le moment un petit vide, un petit trou juridique, puisque le référentiel adopté par l'Agence du numérique en santé le 22 mars, si l'on croit le Code de la santé publique, doit être validé par arrêté ministériel. Et à ma connaissance, ça n'a pas encore été le cas. Alors, je vais vous poser une question sur la constitution finalement de ce référentiel, parce qu'on voit que ce référentiel mentionne en particulier des notions de classification de documents pour finalement catégoriser, on va dire, un certain nombre de documents par rapport à leur risque. Voilà. Et ce référentiel également propose des paliers d'application. Et finalement, on a une espèce de matrice entre ces catégories de documents et ces paliers d'application. Et je voudrais que vous nous éclairiez un petit peu sur la partie justement juridique qui se trouve derrière les recommandations qui sont faites par l'ANS, non pas sur le fait qu'on ait catégorisé tel ou tel type de document de telle ou telle manière, puisque là, le référentiel l'explique, mais surtout sur la façon dont on doit finalement mettre en place des mécanismes permettant de gérer les documents nativement numériques ou de numériser les documents pour pouvoir éventuellement s'affranchir de la conservation du papier. On voit bien qu'il y a un cadre juridique qui peut-être a été repris dans ce référentiel ou peut-être interprété. Et je voudrais que vous nous donniez justement votre vision et votre avis juridique éclairé sur ce qui est dans le référentiel par rapport à finalement ce que le cadre réglementaire avait prévu. Est-ce que ça match? Est-ce que c'est différent? Et quels sont finalement les bons usages qu'il faudrait prendre plutôt que voilà, pour pouvoir faire le bon choix, en fait, le choix éclairé. Donc, je vous demande en fait comment est-ce que ce référentiel a prévu finalement d'encapsuler la réglementation au travers de la manière dont il l'a proposé, c'est-à-dire catégoriser les documents et créer des paliers de mise en application. Je vais essayer de zoomer sur ces questions, étant précisé qu'on a un temps limité et que, bien sûr, on ne fera qu'effleurer le sujet qui recèle une certaine complexité. Ce qu'on constate déjà, et il faut commencer par là pour prendre connaissance et comprendre ce référentiel, c'est que celui-ci fait preuve d'une certaine inventivité et prend une certaine liberté par rapport au cadre juridique qui ne connaît que deux choses, qui connaît les documents de santé et ce qui n'est pas des documents de santé. C'est assez binaire. Lui, le référentiel propose de créer 3 catégories de documents.
qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre la manière dont intellectuellement le référentiel fonctionne et a été conçu. La première catégorie de documents, c'est à peine, et en réalité pour moi ce ne sont pas des documents de santé, ce sont des documents anodins qui n'ont aucune conséquence médicale. On ne va pas en parler ce matin. D'ailleurs, le référentiel ne prévoit que très peu d'exigences techniques par rapport à ces documents-là. Et les exemples qu'il donne, ce sont, vous voyez, les questionnaires de satisfaction du patient quand vous quittez l'hôpital, les préférences culinaires, les services demandés en chambre. Donc, j'imagine si vous louez une télé ou pas, ce genre de choses. Donc, vraiment, on est dans des documents qui n'ont aucune conséquence juridique, qui sont quand même traités par le référentiel, mais qui n'ont pas d'intérêt particulier. À l'opposé de ça, c'est la catégorie numéro 3. On a des documents dont on voit tout de suite que là, il y a une importance juridique extrême, puisque ce sont des documents qui nécessitent l'expression du consentement du patient, des documents aussi importants qu'un refus de don d'organes, des directives anticipées en cas d'arrêt de soins, le don du corps à la science. Donc là, on voit tout de suite qu'on est sur des documents qui ne sont pas le tout venant de ce qui se passe dans ce que les hôpitaux produisent, et qui sont extrêmement importants en termes de conséquences juridiques. Et puis, à côté de ces deux catégories, la 1 et la 3, on a tout le reste, et qui sont finalement les vrais documents de santé. Les ordonnances, les analyses biologiques, les images médicales, les feuilles de soins, etc., etc. Le gros de la production documentaire d'un établissement de santé, c'est les documents de la catégorie numéro 2. Et donc, cette catégorie, finalement, elle est hypertrophiée par rapport à la catégorie numéro 1 et la catégorie numéro 3. C'est la catégorie qui est en nombre, évidemment, la plus importante. Alors, comment le référentiel, ensuite, ajoute des considérations techniques et organisationnelles sur cette classification de documents. C'est ce qu'on a dans le slide suivant. Donc, on va surtout voilà, zoomer sur le palier numéro 2 et le palier numéro 3 en comparaison. Donc, le palier numéro 1, je l'écarte, c'est les documents qui n'ont absolument aucune conséquence. Juste un point d'information, aussi étonnant que ça puisse paraître, le référentiel vous dit sur le palier numéro 1, finalement, on s'en moque un peu de ces documents-là parce qu'on ne peut pas les détruire. S'ils sont sous forme papier, on les conserve sous forme papier. Donc, leur numérisation n'est là que pour un but purement de faciliter l'information. Par contre, pour les documents qui relèvent du palier 2 ou du palier 3, le but de leur numérisation, c'est le cas échéant la destruction du papier, parce que ça, on est vraiment dans l'objectif de la loi, hein, la loi de janvier 2016, c'était vraiment pouvoir se débarrasser des archives papier. Donc, sous réserve du visa, lorsqu'il est requis des archives départementales ou nationales, vous aurez le droit de vous débarrasser du papier que vous aurez numérisé pour les documents du palier 2 ou du palier 3. Alors, continuons de regarder ce qu'il y a dans ces paliers. Donc, on a cette matrice qui se décide. Et en fonction des documents palier 2 ou palier 3, et en fonction du fait que ces documents sont d'abord des documents papier qu'on va numériser ou des documents qui sont nativement électroniques, le référentiel va poser un certain nombre d'exigences techniques. S'agissant des documents papier à numériser, de manière finalement assez classique au regard de l'état de l'art de la numérisation, le référentiel pose des exigences liées à la conception à la conception du système de numérisation, au contrôle, à l'intégrité de la copie réalisée et à la conservation de la copie. On va rentrer un peu plus dans le détail tout de suite là-dessus. Et s'agissant des documents qui sont nativement électroniques, le référentiel, en réalité, se concentre surtout sur les problématiques liées à la signature et aux modalités de signature électronique de ces documents. Donc, on peut avancer encore d'un slide et on s'aperçoit que quand on croise les paliers en fonction de la catégorie de documents
avec les exigences techniques, le référentiel, si on reste sur les paliers uniquement 2 et 3, va créer des notions dont certaines notions, on les connaît déjà parce qu'elles sont déjà dans la loi, et d'autres sont de l'invention. Euh, Si je regarde en commençant à l'envers par le palier numéro 3, donc je rappelle que le palier numéro 3 concerne les documents qui ont une importance juridique la plus essentielle parce que c'est les documents par lesquels un patient va exprimer un consentement à un acte médical important. Le palier 3 nous dit qu'on peut réaliser des copies numériques fiables de documents existant d'abord sous forme papier. Une copie numérique fiable, on sait ce que c'est prévu par le Code civil à l'article 1379 du Code civil. Et puis, le référentiel nous dit également qu'on peut créer de manière électronique des documents sous réserve d'utiliser une signature électronique avancée. Ça aussi, on sait ce que c'est. La signature électronique avancée, c'est prévu dans le règlement IDAS. Alors, il y a une petite subtilité sur les paliers 2 et 3, puisque au niveau des documents nativement électroniques, il y a une subdivision que j'ai fait figurer à l'écran par le petit icône, puisque la problématique n'est pas la même selon que le document va être signé par un professionnel de santé ou par le patient. Donc, le référentiel rentre dans cette distinction et on va voir comment. Si on passe sur le palier 2, on s'aperçoit que le référentiel crée des catégories qui n'existaient pas et qui n'existent pas dans le droit positif. Va créer la catégorie de copie numérique sécurisée et de signature électronique simple avec scellement. Et je vous propose qu'on regarde plus en détail ce que ça signifie, ces deux éléments. Donc là, commençons à regarder plus en détail les paliers 2 et les paliers 3 et on s'intéresse d'abord à ce qui est finalement le cœur de l'objectif du référentiel et du texte légal de 2016 qui était numériser des documents papier pour pouvoir détruire et se séparer des documents papier. Le référentiel pose, alors là, ce slide ne fait que très succinctement et très grossièrement résumer ce que le référentiel explique, mais en fonction des différentes étapes liées à un processus de numérisation, donc la mise en place, le contrôle, la vérification de l'intégrité de la copie, la conservation de la copie, le référentiel pose des exigences techniques et organisationnelles. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est de comparer le palier 2. Donc, je vous rappelle que le palier 2, c'est le gros des documents de santé, de tout ce qui est produit par un système de santé, avec le palier 3, qui est le système dans lequel on oblige, compte tenu de l'intérêt juridique des documents en question, à utiliser une copie fiable. En réalité, on s'aperçoit d'une chose assez étonnante, c'est que finalement, les exigences du palier 2 et du palier 3 sont relativement identiques. S'agissant de la numérisation, entre le palier 2 et le palier 3, la seule différence, c'est que le référentiel oblige à créer des PDF A pour le palier 3. Et s'agissant de la preuve de l'intégrité de la copie numérique créée, le référentiel entre le palier 2 et le palier 3 fait porter uniquement la différence sur le certificat de signature électronique qui va être utilisé pour créer la preuve d'intégrité de la copie numérique. Et dans le palier 2, le référentiel nous dit vous allez utiliser comme certificat le certificat ORG, donc pour une personne morale, qui est délivré par l'IGC Santé, c'est-à-dire par l'Agence nationale, par l'Agence du numérique en santé. Si on continue la comparaison, on s'aperçoit qu'au niveau de la conservation de la copie créée, le référentiel pour le palier 2 nous dit vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser un système d'archivage électronique certifié 42013.
alors que vous êtes obligé de le faire s'agissant du palier 2. Mais finalement, une fois qu'il nous a dit ça, le référentiel pour le palier 2, il va poser un certain nombre de contraintes qui conduisent à recréer ce qui est créé par la norme NFZ 42013. Au final, on se retrouve donc avec des différences assez superficielles entre le palier 2 et le palier 3, puisque les seules différences tiennent au fait que sur le palier 2, on demande l'utilisation d'un certificat logiciel délivré par l'IGC Santé. Donc, si vous pouvez juste changer de slide, Christian, merci. Donc, l'analyse qu'on peut faire d'un point de vue à la fois juridique et même à la fois d'opportunité sur ce référentiel, c'est de constater qu'il y a un parti pris, du référentiel de créer un palier 2 pour favoriser, étonnamment, finalement, l'utilisation des certificats électroniques de l'IGC Santé, avec, c'est un peu comme ça que je l'interprète de mon côté en tout cas, une certaine volonté, étonnamment, de disqualifier le palier 3 sous prétexte que ce palier 3 obligerait à recourir à la fois à des certificats électroniques qui ne sont pas délivrés par l'IGC Santé, et sous prétexte que ce palier 3 obligerait à utiliser un système d'archivage électronique certifié NFZ 42013. Mais en essayant de procéder à cette disqualification du palier 3, le référentiel se retrouve obligé de recréer les mêmes contraintes techniques sur le palier 2. Donc, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est assez surprenant. On peut même s'interroger sur la conformité de ce palier 2 au code de la santé publique qui a créé, en application duquel le référentiel est créé, puisque le code de la santé publique ne prévoyait, je vous l'ai dit en introduction, qu'un système assez binaire, c'est-à-dire soit vous faites une copie numérique qui remplit les conditions de fiabilité prévues par le code civil, soit vous n'avez pas de copie numérique valable. Et plutôt que de se mouler dans ce cadre légal-là, et donc d'orienter finalement toutes les copies numériques réalisées vers des copies numériques qui répondent à l'article 1379 du Code civil, de manière un peu artificielle, le référentiel crée ce palier 2 qui est un peu dans un entre-deux légal que je trouve assez discutable. Christian, je ne sais pas si vous avez des remarques ou des questions, si vous souhaitez que je précise des points arrivés à ce stade. Merci beaucoup déjà pour ces explications et cet éclairage qui est important, je pense. Je n'ai pas de questions particulières. On voit bien en effet que ce que vous appelez, enfin, ce qui est appelé la copie sécurisée est quelque part une espèce d'invention, finalement, puisqu'en fait, lorsqu'on parle de la réglementation, on parle bien de copie fiable. Et là, on a une nouvelle notion qui est la copie sécurisée, qui permettrait finalement d'aller jusqu'à la destruction du papier. Je pense qu'en fait, voilà, cet avis juridique est important pour nous parce que on avait participé également à la rédaction de ce référentiel. Bien entendu, on a été écouté sur beaucoup de choses, mais il me semble que notre association, qui comporte de nombreux professionnels autour de la problématique de la préservation des contenus, se poser des questions sur cette copie sécurisée et vous apporter des réponses tout à fait judicieuses et je vous en remercie. Alors, la question qui peut se poser aussi, c'est que là, on voit bien finalement que ce troisième palier finalement apporte une solution proche de la réglementation, alors que le deuxième, lui, aussi apporte cette solution, mais en recréant tout ce qu'on fait finalement dans le palier 3. Qu'est-ce qu'il en est pour les documents nativement numériques, du coup? Alors, on va passer à cette problématique. Donc là,
on quitte, évidemment la problématique de la numérisation. On va le voir sur le slide suivant. Sur les documents nativement numériques. Alors, précisons tout de suite qu'on sent, dans le référentiel que c'était moins le cœur du sujet du référentiel, les documents nativement électroniques, parce que je pense que tout simplement dans les faits, la problématique d'abord de ce référentiel, sa vocation première, c'était de numériser du papier. Et que ce n'est que de manière un petit peu additionnelle qu'on a dit, by the way, essayons de traiter de la manière dont on va créer aussi des documents nativement électroniques. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut distinguer selon qu'on parle d'un document nativement électronique qui est créé par un acteur de santé ou qui est créé par le patient. J'ai mis de côté volontairement les documents qui relèvent du palier 1. On s'est dit que c'était des documents qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Là, on va aussi constater que dans le palier 3, il n'y a pas de documents qui relèvent du palier 3 s'agissant de documents créés par l'acteur de santé, puisque les documents du palier 3 sont des documents par lesquels un patient exprime sa volonté. Donc forcément, lorsqu'on est sur un document électronique qui est créé par un professionnel de santé, ce n'est pas l'expression de la volonté du patient. Donc finalement, on n'a que le palier 2 dans ce cas de figure-là. Et le palier 2, le référentiel nous explique que pour créer des documents répondant aux conditions du palier 2, nativement électroniques, signés par un acteur de santé, on va créer quelque chose qui est une invention du référentiel, qui n'existait pas réellement, en tout cas dans le corpus juridique, des documents qui sont revêtus d'une signature électronique simple avec scellement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une signature électronique simple avec scellement? Si Christian, vous avancez d'un slide, c'est une signature électronique simple, c'est donc quasiment rien en droit, une signature électronique simple. C'est quelque chose qui a à peine de la valeur, et je dirais même pas de valeur. C'est-à-dire, c'est un dessin, c'est un graphisme, ce n'est pas du tout quelque chose qui utilise de la cryptographie asymétrique, une clé privée, une clé publique. C'est un gris-gris numérique qui est censé exprimer la volonté du signataire du document. Et puis, ce document électronique avec ce gris-gris numérique va faire l'objet d'une empreinte avec un cachet serveur. Et le référentiel nous dit que ça va être ça, le document nativement électronique qui répond au palier 2. Et on sent bien que le référentiel fait ça parce que les professionnels de santé, comme tout le monde, ne sont pas dotés d'une signature électronique avancée ou qualifiée. Et donc, un problème factuel, comment créer des documents électroniques signés par des professionnels de santé qui ne sont pas dotés d'une signature électronique. Donc, le référentiel trouve cette espèce de biais qui consiste à dire, vous faites une signature électronique simple et puis le document électronique va faire l'objet d'une empreinte d'intégrité par un cachet serveur. Donc, c'est assez contestable, je pense, comme démarche, si vous, Christian, si vous avancez, puisque une signature électronique simple, ce n'est pas une preuve d'identité fiable. Or, quand on est sur des documents, et je donne l'exemple d'un compte-rendu médical, d'un certificat médical ou d'une ordonnance, des documents par lesquels un professionnel de santé exprime j'allais dire, ce n'est pas son opinion, mais exprime la manière dont il entend qu'un patient doit être traité, donc engage sa responsabilité personnelle et professionnelle sur la thérapeutique qui va être délivrée ou sur l'examen qui a été fait du patient, je trouve assez contestable qu'on puisse se contenter d'un système de création de documents sous forme électronique qui ne permettent pas d'identifier de manière fiable le professionnel de santé qui s'engage de cette manière-là sur le document. Donc ça, c'est pour les documents qui sont signés par les acteurs de santé. Et si on passe au dernier slide, on est cette fois-ci sur les documents électroniques qui sont signés par la personne prise en charge. Alors évidemment, ne sont considérés dans ce cas de figure-là que les documents du palier 3, puisque les documents du palier 2
ce sont les documents qui sont produits par le système de soins. Ce sont les analyses, les ordonnances, les comptes rendus, et cetera. Donc, ce pas des documents qui sont signés par les patients. Les seuls documents qui sont signés par les patients, on l'a vu, ce sont ces documents, qui ont une force juridique, assez importante. Et donc, le référentiel nous dit, pour créer des documents électroniques, nativement électroniques, signés par un patient, on va utiliser une signature électronique avancée avec un certificat éphémère. C'est ces types de signatures électroniques qui tendent aujourd'hui à se généraliser dans tous les systèmes que vous connaissez certainement, pardon, de signature en ligne. Alors, c'est vrai que ce sont des systèmes qui nous permettent certainement d'arriver à une preuve assez fiable de l'identité du signataire, mais je pense qu'on est encore loin sur le terrain, dans les hôpitaux ou dans les autres centres, du système de santé français, de doter, les patients qui rentrent, d'une solution, qui leur permettra de signer avec un certificat électronique éphémère. Enfin, ça demande des projets, informatiques qui doivent être mis en place. Voilà, on en a terminé, d'une présentation, assez rapide, de tout ce que recèle, ce référentiel. Christian, je vous cède la parole, si vous souhaitez, avant quelques mots de conclusion. Oui, maître, merci beaucoup déjà pour ces explications parce que, elles apportent beaucoup de clarté en fait. Bien entendu, on n'a pas développé ici, tout le contenu, précis, et technique et juridique que vous avez développé dans votre avis juridique que vous avez rédigé, pour, le compte de l'association professionnelle Futura. Bien entendu, si, les personnes présentes souhaitent, comprendre, les tenants et les aboutissants, de la démonstration, qui a été proposée ce matin, bien entendu, vous pourrez, aller sur le site Futura. L'avis juridique est en vente, pour la modique somme de 150 € sur le site Futura. Vous pourrez directement le demander. C'est plusieurs pages d'explications, en fait, qui retracent, en fait, les la compréhension, et l'éclairage juridique et qui permet du coup de bien comprendre le choix, qu'il faut, peut-être prendre ou du moins l'analyse de risque à faire au regard des différentes possibilités, proposées par ce référentiel. Alors en 2 mots, si on peut conclure, avant de terminer cette présentation, je vous propose donc, une petite conclusion sur, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard sur, cette analyse. Alors, oui, alors, ce qui se dégage, si vous voulez, la perception qu'a le juriste que je suis, de ce référentiel, c'est que pour les documents de santé qui sont papier et qui sont à numériser, il y a eu un parti pris étonnant et contestable à mon sens, de créer ce palier 2 alors que, donc dans des conditions juridiques qui me semblent être assez discutables, alors qu'on avait déjà sous la main tous les outils à la fois conceptuels et juridiques et techniques, de la numérisation, que ça soit la norme NFZ 42.013, que ce soit la notion de copie fiable telle qu'elle est prévue par l'article 1379 du code civil. Et alors, il y a un parti pris dont il faudrait peut-être, sur lequel moi je n'ai pas d'informations sur l'origine de ce parti pris, mais bon, clairement, il y avait la volonté pour les documents à numériser, d'utiliser euh, les signatures délivrées par l'IGC, donc par l'Agence du numérique en santé, ce qui me semble assez étrange dans la mesure où finalement tout l'écosystème de la signature électronique existe déjà. Et certainement d'ailleurs que les professionnels de cet écosystème-là ont plus d'expérience et ont plus industrialisé les process pour pouvoir délivrer en grand nombre et fournir en grand nombre les prestations, et plutôt que se reposer sur les certificats électroniques délivrés par l'IGC Santé. Et puis pour les documents nativement électroniques, moi j'ai une interrogation juridique forte sur la capacité qu'auront les documents électroniques signés ou prétendument signés par les professionnels de santé de répondre à la
conditions d'identification fiable du professionnel de santé qui va signer le document. Voilà les 2 mots de très, très, sommairement résumé, la perception que je peux avoir, de ce référentiel. Merci beaucoup. Il me reste donc à vous inviter, à retrouver, l'avis juridique sur le site de iFutura que vous devez percevoir maintenant. Vous avez en fait, sur le site un bouton en fait ici qui, sur une box en fait qui vous permet d'aller sur les avis juridiques et la demande de, communication de cet avis. Sur ce formulaire, il suffit de rentrer, vos informations et de sélectionner la case force probante des documents de santé de l'ANS. Vous retrouverez d'ailleurs d'autres avis juridiques, ici. Bien entendu, nous vous enverrons un bon de commande, afin de vous transmettre ensuite, l'avis juridique. Je profite en fait, de cet, échange pour vous annoncer également, une initiative importante de notre association qui est la 6e journée de la transition numérique que nous organisons cette année le 21 octobre 2021. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Sachez que notre sujet cette année concerne la data et l'éthique, c'est-à-dire en fait tout ce qui tourne autour de l'éthique et de l'IA, qui sont des vrais sujets extrêmement importants. Et nous avons structuré en fait notre journée sur 3 tables rondes. Data et éthique sont-elles conciliables? De la médecine de Pasteur à l'humain augmenté et la data addiction, l'économie de l'attention. Vous pourrez retrouver les interlocuteurs et les orateurs de ces 3 tables rondes en détail dans le programme qui s'affiche actuellement sur votre écran, avec de nombreuses personnalités qui ont bien voulu répondre positivement pour débattre de cette problématique finalement de la maîtrise par l'humain des algorithmes de l'intelligence artificielle et de ce que l'on peut en faire demain, à la fois dans l'aspect positif que l'on peut trouver dans le domaine de la santé, par exemple, mais à la fois dans la maîtrise nécessaire que l'on peut aussi retrouver dans le domaine militaire. Voilà, et donc tous ces sujets-là seront abordés, ainsi que les problématiques d'addiction, hein, qui sont des vraies problématiques aujourd'hui, et donc de respect finalement de ce que l'on est, c'est-à-dire de notre éthique par rapport à toutes les possibilités que nous donnent ces technologies aujourd'hui. Donc ce seront des sujets très intéressants abordés et qui seront rediffusés en live sur YouTube. Et également, vous pourrez venir en présentiel au FIAP Jean Monnet, comme chaque année, sauf que depuis un an, forcément, on a changé un peu les choses. Donc, je vous invite à vous inscrire dès à présent. Nous allons largement communiquer sur cet événement. Et je veux remercier tout spécialement Maître Étienne Papin, à qui nous avons vraiment sollicité toute son expertise. Nous avions déjà travaillé avec Maître Étienne Papin et je dois dire que à chaque fois que nous demandons un avis juridique éclairé, nous avons finalement une proposition de regard qui nous permet d'affiner en fait nos choix. Et c'est en ce sens que ces avis juridiques sont extrêmement importants et pour lesquels nous souhaitons vraiment recueillir l'avis d'experts et de professionnels du droit. Merci beaucoup à tous. Bien entendu, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinar. Ce webinar sera probablement retransmis pour ceux qui l'auront raté. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Je prends la main de Christian pour remercier Maître Papin et toi-même. Et simplement pour préciser que le coût que tu as annoncé tout à l'heure pour cet avis juridique n'existe pas pour nos adhérents. Les adhérents peuvent récupérer l'avis juridique gratuitement. Et ce coût de 150 € a été possible parce que justement l'avis juridique a été financé par les adhérents, donc ce qui leur nous permet de mettre ce coût très, très faible. Et le film de cette présentation, nous allons essayer de le mettre aussi sur le site pour ceux qui n'ont pas pu ou qui sont arrivés en retard pour qu'ils puissent le revoir. Je te Merci laisse. beaucoup à tous. Merci. Merci Jean-Pierre, merci Maître Étienne Papin et à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter par mail sur contact@ifutura.fr si vous souhaitez adhérer à notre association ou pour nous poser toute question relative au sujet que nous avons traité aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tous.